Le thème de ce panel, c'est les nouveaux paiements B2B en Europe. Deux points, une intégration réussie. Alors je précise, il y a un point d'interrogation, c'est ça qui rend le débat plus intéressant. On a beaucoup parlé des paiements B2C, peut-être un peu moins des paiements B2B, parce que peut-être un peu plus opaque, moins proche end consumer. Néanmoins, il y a beaucoup d'actualités, beaucoup d'initiatives lancées par la Commission européenne, beaucoup d'actualités locales aussi, sur un sujet qui est finalement assez vaste et où il y a des vrais enjeux à la fois d'adoption, de technologie et aussi de souveraineté finalement. Et c'est aussi un monde qui est assez complexe en termes de moyens de paiement, en termes de clients. Donc l'idée avec ce panel, c'est peut-être de dégrossir un peu tout ça et de se projeter vers certaines perspectives. La première question que je souhaiterais poser au panel, c'est finalement, paiement B2B, de quoi parle-t-on, que ce soit d'un point de vue client ou moyen de paiement. Alors je ne sais pas qui veut se lancer. Olivier Fessal. Alors, je me présente rapidement. Je m'appelle Fessal. Je suis CEO cofondateur de FinTecture, qui est un établissement de paiement concentré sur les paiements B2B, justement. Mais pour répondre à ta question, je pense que c'est une question très pertinente parce qu'on parle de tout et de rien en parlant de paiement B2B. Et peut-être ça a été plus simple de parler de paiement B2C parce que c'est plus déterminable. Alors que dans le paiement B2B, entre le moment où on a démarré FinTecture et maintenant, je découvre de plus en plus ce que c'est. Et je pense que je ne suis pas du tout au bout du tunnel d'apprentissage. Je pense qu'il c'est hyper important de définir de quoi on parle pour comprendre le problème qu'il faut résoudre et savoir quel type de solution est la plus appropriée. Et le problème, je pense que pour permettre à la majorité des gens de comprendre ce que c'est un paiement B2B et comment on peut le classer, c'est une transaction qui suit un paiement qui suit une transaction entre deux professionnels, une entreprise et une autre entreprise, ou un professionnel et un autre professionnel. Et une première grille de lecture, c'est la taille de ces deux parties, de ces deux entreprises. Est-ce qu'on parle d'une très grande entreprise qui vend à des professionnels de petite taille? Est-ce qu'on parle d'une entreprise de taille moyenne ou petite qui vend à des très grands groupes? Et est-ce qu'on parle de marketplace B2B? Et est-ce qu'on parle d'un paiement avant la livraison de la commande? Est-ce qu'on parle d'un paiement après la livraison de la commande? Quel type de contrôle l'entreprise doit faire avant de valider cette transaction? Est-ce qu'elle doit vérifier que la provenance des fonds correspond bien à l'entité à laquelle elle a vendu? Donc toutes ces problématiques-là font que le paiement n'est pas tant une question de transfert de fonds, mais tout autant une question de réconciliation, d'analyse, de fraude, de KYB, de connaissance du business avec qui on traite. Donc c'est cette complexité qui fait que ces paiements B2B sont un peu en retard sur les paiements B2C. Donc, et je laisserai mes camarades, mes co-panélistes compléter peut-être cette définition. Bonjour, moi je suis Olivier Binet, donc je dirige Bridge, vous savez, des pionniers de l'open banking. Moi j'aime pas aborder le sujet autour du paiement parce que je trouve ça un peu nombriliste. Bon, c'est sûr qu'aujourd'hui c'est un peu compliqué de dire ça, mais dans la réalité, nos clients ils s'en foutent du paiement, hein. Ils veulent leur argent et c'est tout. Cela étant, il se passe beaucoup de choses en ce moment. C'est vrai que ça touche beaucoup les paiements B2B. Il y a des choses un peu évanescentes, très haut niveau, qui vont prendre des années. Et puis il y a des choses très concrètes qui touchent les business, un peu de toute taille. Si on en prend deux, mais vraiment qui touchent l'actualité, que nos clients, que ce soit commerçants ou business, est-ce qu'ils lisent dans les journaux, est-ce qui les préoccupe, c'est deux grandes choses. Les coûts des paiements. Hein, on a vu des grands marchands sortir du bois en disant « Ouh là là, ça devient plus cher ». Et puis on voit avec ce qui se passe avec CB, etc. Vaste débat. Et puis d'autre part, on voit la transition vers la facturation électronique, qui à la base, les gens s'en foutent, jusqu'à ce qu'on leur dise mais les gars, il va falloir les faire. Et c'est une obligation. Et donc on n'est pas sur éduquer le marché à propos de paiement, de machin, etc. Pas du tout. On est sur une obligation réglementaire. Les gens vont tous y passer. Et donc ils se font éduquer à marche forcée par leurs fournisseurs, souvent de compta, gestion, plus que de paiement. Mais ça veut dire vous savez tous ici que cette évolution réglementaire va obliger le paiement à être de plus en plus intégré à la facturation. Et donc la facturation, les gens s'en foutent, le paiement, ils s'en foutent, ce qu'ils veulent, c'est l'argent. Hein, on ne s'amuse pas à faire des factures et de payer. Donc comment on s'imbrique là-dedans? Il y a une électronisation
du paiement. Et ça, c'est ce qu'on fait avec Fessal notamment, Diane aussi, toi aussi, un peu sur un autre segment. On fait tout ça. Et donc il y a un gros frémissement là-dessus, mais qui est porté par des actualités un peu différentes. Bonjour, donc, je suis Virginie Mollen-Christensen, la directrice générale d'ADN France. ADN est une plateforme de technologie financière et on propose non seulement des moyens de paiement, mais aussi des suites de produits financiers à des marketplaces et à des SaaS. Et je vais parler un peu des marketplaces, puisque là, on a entendu parler de qu'est-ce que c'est que le B2B. Alors, le B2B, ça n'est pas simplement des grosses compagnies vers des grosses compagnies, c'est aussi des marketplaces qui ont des sous-marchands, qui sont des tout petits business. Ça peut être le plombier, ça peut être le coiffeur, ça peut être le restaurant, ça peut être un artisan, qui on a vu avec Etsy pendant le Covid, va avoir 2 ou 3 employés. Et ces petites entreprises ont aussi besoin d'avoir accès à des paiements qui vont correspondre à leur business. Il y a aussi un autre cas de figure, c'est que lorsque vous êtes un artisan et que vous voulez aller acheter des outils dans un grand magasin qui vend des outils, ben vous aimeriez bien pouvoir avoir accès aux mêmes moyens de paiement que si vous étiez un particulier. Parce qu'il va y avoir un site web pour les particuliers et un site web pour les professionnels. Et lorsqu'ils se retrouvent sur le site web pour les professionnels, ils vont avoir le choix entre le chèque, le virement bancaire, et c'est tout. Ils se disent, mais attends, moi je vais aller sur l'autre site parce que là-bas, je vais avoir du Buy Now Pay Later, de la carte, quelle que soit la carte, du virement si j'ai envie, et un chèque si j'ai envie. Donc en fait, quand on définit le B2B, il ne faut pas simplement penser aux grosses entreprises, il faut aussi penser aux TPE et aux moyennes entreprises qui, elles, recherchent beaucoup plus de flexibilité et beaucoup plus de choix dans les paiements pour pouvoir en fait régler leurs factures, qu'elles soient électroniques ou pas électroniques. Bien sûr, elles vont être électroniques pour tout le monde, mais pouvoir faire vivre leur business. Et c'est ça que nous regardons et que nous faisons. En 2 mots, Jacques-Olivier Schatz, je suis le directeur général d'Xpolens. Xpolens, c'est du banking as a service. Globalement, c'est la capacité de venir vous brancher par API pour pouvoir consommer tout un tas de services bancaires. Ça peut être toute l'entrée en relation, ça peut être de la génération de cartes, de la carte pour des particuliers ou pour des professionnels. Ça peut être de l'organisation de prélèvements, de virements, de l'automatisation. Effectivement, quand on parle de B2B, c'est des flux qui partent d'un endroit. Donc on se dit, finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas simplifier et d'où ça part, de se dire, j'ai pas envie, moi, en tant que trésorier, je suis un ancien directeur financier, de me dire j'ai besoin de cliquer sur des boutons pour pouvoir faire des virements, pour pouvoir le rentrer dans ma banque, voire même j'ai pas envie d'avoir des chèques. C'est vrai qu'on parlait du chèque. Le chèque, aujourd'hui, ça représente encore 4% des volumes, alors beaucoup moins en termes de montant, mais c'est encore beaucoup en France, hein. Enfin, c'était les statistiques de 2022 de mémoire, de se dire comment est-ce qu'on fait pour révolutionner un peu toute cette industrie, pour pouvoir automatiser un peu toute cette industrie, parce que et celui qui envoie et celui qui reçoit a lui aussi envie de simplicité, a lui aussi envie que ça soit quasiment indolore. Pouvoir garder son argent le plus tard possible. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a possibilité de faire des prélèvements, mais les prélèvements, les directeurs financiers, les trésoriers, ils n'aiment pas parce que on n'aime pas donner accès à son compte bancaire pour que les gens viennent prendre. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme autre solution, et je pense que ça va faire partie des grandes questions qu'on va se poser, pour pouvoir faire en sorte que et les auto-entrepreneurs, les entreprises individuelles, les tout petits, et les moyens, et les très grands, qui eux génèrent des milliers et des milliers de virements sortants, ou qui reçoivent des milliers et des milliers de virements sur lesquels ils vont se dire ensuite, derrière, j'ai des équipes comptables qui doivent faire du pointage, etc. Qu'est-ce qu'il y a comme solution pour simplifier la vie à tout le monde? Et en fait, je pense que ça va être un peu les sujets qu'on va aborder. Il y a encore un micro là. Ok. Donc moi, ce que je retiens de vos interventions, c'est que finalement, dans le paiement B2B, le sujet, c'est pas le paiement au sens transactionnel. Par ailleurs, il y a des rails existants et on a peut-être de la chance en Europe d'avoir une interconnectivité, je pense, au virement qui est plutôt fonctionnel, plutôt peu cher. Donc, c'est quoi concrètement les pain points aujourd'hui par segment et comment ces nouveaux moyens de paiement dont on entend parler, que ce soit du request to pay, du virement instantané, viennent y répondre? Alors, je comprends qu'il n'y a pas
une réponse. La réponse pour le pro ne va pas être la même que pour un large corporate qui est exposé à des gros montants internationaux. Mais comment on vient apporter des nouvelles réponses et quelles sont les technologies, les solutions sur lesquelles il faut avoir un regard? Oui, je vais commencer. Moi, j'ai envie de dire deux grandes choses. D'abord, il y a une complexité qui est super intéressante, qui est que plus on descend vers le petit, plus il va vouloir la puissance de ce à quoi les gros ont accès. Ça se voit partout. Les logiciels, pour n'importe quoi aujourd'hui, même pour vous en tant que consommateur, vous pouvez faire de la photo, du machin, ce que vous voulez, vous avez accès à des logiciels dignes des professionnels il y a 10 ans, 15 ans. Donc il y a un accès, une demande et une attente de puissance fonctionnelle digne des plus gros billes, voilà, pour les plus petits. À l'inverse, il y a une demande d'UX, d'expérience pour les plus gros billes qui tient de ce qui est chez le consommateur. Parce qu'on est tous des consommateurs, on a tous un smartphone dans la poche, Apple est passé par là et a posé un standard en niveau d'exigence. Aujourd'hui, c'est le niveau d'exigence pour tout. Donc c'est ça qui est aussi très compliqué, c'est qu'aujourd'hui, il faut cumuler le meilleur de l'expérience consumer avec le meilleur de l'expérience B2B en termes de puissance. Donc, alors nous, ce qu'on fait, mais sur l'open banking, donc ça reste, c'est formidable, un peu limité, mais limité sur deux choses. Un, évidemment, l'agrégation. Donc, comment est-ce qu'on réconcilie des transactions avec ce qui se passe sur le compte en banque? Ce que tu disais, qu'aujourd'hui, je suis directeur financier, je vais appuyer sur un bouton et savoir mon niveau de cash. Alors, quand on a une petite boîte, c'est facile, relativement facile. Quand on a des filiales, c'est très compliqué. Parler à un DAF, on va dire, moi, Olivier, si j'ai de la chance, j'ai la réponse 15 jours, 3 semaines. Et encore, si c'est sur un seul continent. Voilà. Donc ça, il y a des promesses là-dessus qui ne sont pas encore tenues. Il y a des besoins de performance qui ne sont pas encore là. On y travaille, mais en tout cas, on est une des briques. Pour la partie paiement, il y a pléthore de solutions. Et puis on voit que c'est un sujet qui bouge beaucoup, qui va du très perfectionné et qui fait rentrer la banque vraiment dans l'entreprise à un niveau très pointu. C'est ce que fait Jacques Olivier. À un niveau un peu moins pointu, il y a nous, on consomme le virement, pour être simple, dans la banque. Et donc ça permet d'avoir un virement très simplifié, qu'on soit petit ou qu'on soit relativement gros, conjugué à l'accès au compte en termes de réconciliation, transactions, etc. Donc c'est un premier niveau qui ne répond pas à tous les besoins, mais qui est déjà pas mal. Pour nous, vu de mon petit angle très égoïste, la grosse problématique, elle est sur la performance. Aujourd'hui, les rails dont tu parlais, en tout cas pour la partie open banking, ne sont pas suffisamment performants. Ils sont bien, mais ils ne sont pas au niveau de performance où ils devraient être. Merci. Donc ouais, on va faire le... Alors, pour ajouter un peu plus au débat, je vais avoir un avis un peu divergent. Je ne suis pas tellement d'accord avec l'ensemble de ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Bien entendu, sur l'histoire des paiements, on est tous d'accord. Personne ne se réveille le matin en se disant « je veux une solution de paiement, j'ai besoin de paiement ». Je pense que c'est plus un besoin d'acheter ou de vendre, que ce soit le vendeur ou l'acheteur. Et le paiement n'est qu'un sous-jacent. Par contre, quand on parle de B2B, j'aime bien ce qu'a vient d'être dit par Virginie en démarrant par définir encore une fois de ce dont on parle. Marketplace, des petits professionnels, coiffeurs. Et ça définit tout de suite la persona et quel est le problème qu'elle a. Parce que quand on va essayer de mélanger du petit professionnel qui il n'a pas d'employé, son capital c'est son temps, donc il veut optimiser son temps. Donc tout ce qu'on peut faire pour lui, c'est optimisation du temps et de sa trésorerie parce qu'il n'a pas aussi accès au financement bancaire. Donc pour ce professionnel, la solution doit apporter ça. Pour un grand groupe, elle doit apporter d'autres choses, elle doit apporter plus de sécurité, peut-être un peu moins de sensibilité sur la trésorerie, peut-être un peu moins de sensibilité sur les coûts, mais encore que. Mais par contre, ça doit être très fiable, ça doit être sécurisé. Parce que là aussi, quand on va parler de révocabilité, pas de révocabilité, un grand groupe, s'il y a de la fraude, même s'il a les fonds sur son compte bancaire, il ne va pas vouloir les garder. Et il a une réputation à protéger. Donc je pense qu'on ne peut pas parler de paiement B2B si on ne définit pas de manière très précise ce dont on parle. Et une fois qu'on le définit, on essaie de leur apporter une solution. Et bien entendu, ça, on est tous d'accord dessus, les rails et les modes actuels, que ce soit le virement ou le chèque, d'ailleurs, en France, c'est déjà gigantesque, comme tu disais, c'est 4% des nombres de transactions, mais c'est l'équivalent de tout ce que fait la carte en France, en ligne, en physique, c'est un peu plus de 500 milliards.
par an qui transitent sur les chèques, donc ça reste énorme, et c'est rien par rapport à un pays comme les États-Unis, où 60% des transactions B2B sont encore par chèque. Et tout cela n'a pas encore migré vers une solution électronique, parce qu'il n'y en a pas une qui va être unique à tous ces use cases, il va en avoir une pour chacun de ces use cases, et donc chacune de ces problématiques. Donc je pense que c'est vraiment sur ça qu'on doit se concentrer, c'est savoir pour qui on règle ce problème dans le B2B, et une fois qu'on le définit, c'est beaucoup plus simple à attaquer. Je vais te rejoindre dessus, parce que c'est vrai que c'est la première chose que l'on regarde, d'abord à qui on parle, et par rapport à qui on parle, quels sont les points de difficulté que l'on va résoudre. Pour les grandes entreprises, il va falloir avoir de la visibilité sur tous les flux, donc avoir un accès, on a de la visibilité, et pas devoir entrer dans je ne sais combien de systèmes pour savoir. Si on parlait tout à l'heure, ça prend 15 jours pour savoir combien de cash, c'est pas normal. On devrait savoir instantanément combien de cash on a pour une grosse entreprise. Il y a la gestion des devises, parce que quand on est une entreprise internationale, eh ben on reçoit des fonds qui arrivent de partout dans le monde, donc il faut en plus pouvoir gérer ça. Il y a la sécurité, extrêmement important de savoir que les virements qui vont être importants vont arriver là où ils doivent arriver et pas ailleurs, et que les virements que l'on doit recevoir vont être reçus rapidement. Il y a aussi de l'instantanéité. En fait, l'instantanéité, ça n'est pas que pour les petites entreprises. Les grandes entreprises ont aussi besoin d'instantanéité et de visibilité. Donc, ce sont des problématiques avec lesquelles l'on parle avec les grandes entreprises. Et puis, il y a aussi, je trouve, dans l'émergence de facilité de paiement. Quand on parle du Buy Now Pay Later, on en parle souvent on imagine que c'est pour le client, vous, moi, on va acheter en plusieurs fois. Mais il y a une émergence de produits pour les entreprises parce qu'ils ont besoin de facilité, de visibilité et de pouvoir donc bénéficier d'un échéancier de paiement de façon fluide, de façon rapide. Donc on voit ça de plus en plus dans les grandes entreprises et dans les petites entreprises. Après, c'est vrai que quand on va vers le professionnel, vers l'auto-entrepreneur, et ben là, en fait, il se comporte exactement comme un consommateur lambda et il veut la même expérience. Il veut s'assurer que c'est instantané, qu'il le voit donc tout de suite, qu'il puisse avoir accès à ses fonds immédiatement lorsqu'il a un achat à faire, qu'il puisse avoir une avance de trésorerie rapide s'il en a besoin, mais que surtout que ça soit sécurisé parce qu'il ne peut pas se permettre d'avoir une attaque de fraude ou d'avoir ses fonds qui vont ailleurs. Donc tu as raison et je te rejoins complètement là-dessus. Il faut vraiment définir d'abord quel est votre type d'entreprise, quels sont les problèmes que vous avez et comment est-ce qu'on va pouvoir répondre à ces problèmes, donc, puisqu'il y a plusieurs solutions selon la taille du business et le type de business, si c'est de l'international ou du local. Et je rajouterais peut-être juste la simplicité et les paiements, c'est quelque chose qui fait peur. Les paiements, on se dit tous, mince, s'il faut que je mette en place une solution qui va venir consommer ma banque à distance, qui va venir me permettre d'émettre des IBAN virtuels pour pouvoir faire en sorte que je sois payé, qui va pouvoir, etc. Il va falloir que j'aille chercher un agrément. Il va falloir que je mette en place de l'AML, de la lutte contre la fraude. Hein, tu parlais de sécurité. Je suis complètement aligné. C'est ces besoins-là où on se dit, on en fait tout un plat. Et aujourd'hui, il existe des solutions justement qui vous permettent de ne pas forcément avoir à aller chercher un agrément, mais de devenir agent, qui vous permettent d'automatiser toute l'intelligence que vous voulez mettre en fait. C'est vous qui allez dire bah tiens je veux pouvoir être en capacité de payer mes factures à 45 jours. C'est vrai qu'on parle du Buy Now Pay Later et j'étais avant ça directeur général d'une société de Buy Now Pay Later. Le Buy Now Pay Later dans le B2B ça fait longtemps que ça existe, hein, ça s'appelle les délais de paiement où en bas de la facture on met paiement à 30 jours, paiement à 45 jours. Ce dont on a besoin aujourd'hui c'est d'arriver à reproduire ça in fine dans le domaine électronique et en se disant mais finalement, qui prend la décision? Bien évidemment, celui qui émet la facture se dit bah, j'aimerais bien que ce soit moi qui prenne la décision et être sûr qu'au moment où j'appelle les fonds dans 45 jours, bah, les fonds arrivent bien. Et il y a même des possibilités de mettre des assurances là-dessus pour pouvoir se dire ok, je vais scorer, et c'est un peu le principe du BNPL, hein, je vais scorer et en fonction, bah, je me garantis que si jamais j'ai pas la capacité à appeler les fonds, bah, je serai payé et puis ensuite derrière ça sera plus mon problème. Et vous avez le directeur financier de l'autre côté qui se dit bah, moi je veux surtout pas que ça soit l'autre entreprise qui décide via un prélèvement par exemple
de me prendre mon argent, mais je veux être en capacité de pouvoir le faire. Il y a des innovations qui sont en train d'être prises sur les normes CEPA, il y a des innovations sur un certain nombre de choses pour pouvoir se dire, OK, comment est-ce qu'on va essayer de faire en sorte de rapprocher ces deux acteurs pour que les deux soient à la fois en maîtrise et soient sécurisés sur ce fameux paiement à 30 jours, 45 jours. Et ça, c'est ce qui va faire que les paiements vont être facilités, vont être simplifiés et qu'on va pouvoir avoir des use cases qui vont se déployer. Et tu parlais de la facture électronique tout à l'heure. Olivier, c'est le use case principal où tout le monde est en train de se dire, dans le B2B, ça va être là qu'on va simplifier les choses. Peut-être sur le BNPL, parce que tout le monde en a parlé, donc je me sens l'obligation d'en rajouter un peu. Et d'ailleurs, Jacques Olivier, tu disais que sur le B2B, ça a toujours existé, ça s'appelle les délais de paiement, et ça crée un problème de risque. Il y a des assureurs de crédit qui ont toujours existé depuis des siècles. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que même en B2B, B2C, ça a existé aussi depuis plus d'un siècle. Et ce qui a changé, c'est le contexte. Il y a, à la belle époque, fin du 19e siècle, à Paris, les grands magasins faisaient du BNPL. Tu pouvais venir payer 30% pour acheter du meuble en 1890-1885. Et tu pouvais acheter des meubles en payant 30% et tu payes chaque semaine. Il y avait pas de, c'est pas en mois, mais c'était en semaine parce qu'à l'époque les gens étaient payés en semaine et le scoring était fait par le concierge des immeubles qui avait des décotes dans les magasins. Ils venaient donner et il y avait toute une équipe qui allait chercher les fonds auprès de ces gens-là. Donc il y a exactement ce qu'on a construit aujourd'hui sur le BNPL, ça existait depuis 100 ans. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que ces business-là avaient tous fait faillite à cause de la forte inflation qu'il y a eu fin de 19e, début 20e. Et ce qui a changé, c'est vraiment le contexte. Aujourd'hui, on connaît moins l'acheteur, que ce soit en B2B ou en B2C. Il y a quelqu'un derrière son écran qui se présente comme une telle entreprise, il veut acheter telle somme de marchandises ou de services. On n'a plus cette relation directe. On ne peut plus demander au concierge est-ce qu'il paye son loyer ou pas pour savoir est-ce qu'il a un ponto, comment on va le scorer. Donc c'est le contexte de transaction qui a changé, qui fait qu'on doit faire évoluer les solutions. Mais on n'a rien créé pour l'instant. Le commerce a existé depuis la nuit des temps. Les problématiques de paiement sont adjacentes au commerce. Et c'est vraiment la forme du commerce qui a changé, qui nous force aussi à innover dans ce sens. Ça, et je dirais, et l'expérience utilisateur, c'est-à-dire que le BNPL est sorti ces dernières années parce que le bouton, il se trouvait au bon moment quand tu avais rempli ton panier, tu avais juste à cliquer. C'est parce que le bouton était là, parce que effectivement, de pouvoir faire du crédit conso, ça fait des années et des années que ça existe, que tu peux aller demander de l'argent et on t'avancera si ton dossier est bon. L'intérêt maintenant du BNPL, c'est cette capacité à pouvoir te dire, c'est de l'embedded finance, je l'ai tout de suite. Et c'est un peu de façon générale ce que la vitesse, hein, on parlait du pain, mais d'être en capacité de pouvoir générer, et c'est le cas d'un de nos clients qui a besoin un samedi soir à 23h30 de pouvoir décaisser d'un seul coup de l'argent à un certain nombre de ses utilisateurs, de pouvoir piloter ça par API, c'est-à-dire de se dire c'est pas au directeur financier d'être debout le samedi soir à 23h30 pour cliquer sur un bouton pour générer sa banque. C'est l'informatique qui va déclencher le virement. C'est un paiement instantané, donc qui se fait en 10 secondes hein, sur les rails CEPA aujourd'hui, qui va permettre d'avoir ça. C'est d'avoir aussi, en termes de pain, la multiplicité, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, des capacités, parce qu'il y a certaines choses où c'est vachement pratique d'utiliser la carte, il y en a d'autres où le plafond carte, on va le dépasser, donc j'ai besoin de pouvoir utiliser d'autres choses. La sécurisation, le KYC et le KYB, et il y a plein d'acteurs dehors qui sont spécialisés là-dedans et qui font ça très bien, qui sont en capacité de vous garantir que effectivement, c'est bien les deux acteurs, l'un et l'autre, qui sont là, et on vous garantit que c'est bien eux qui vont faire cette transaction-là. J'aimerais rajouter quelque chose à nouveau pour dire le message d'humilité face au paiement. Hein. On a mis beaucoup de choses autour du paiement parce que c'est central et que c'est là où est l'argent. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que grâce à ces outils à la base très pointus et accessibles aux experts, aux utilisateurs experts des grandes entreprises, maintenant cette intelligence arrive sur des outils beaucoup plus légers, beaucoup plus simples, etc. Ou toutes les néobanques qui amènent de plus d'intelligence, de pré-compta, etc., etc. Si demain on se dit il faut savoir au moment où la personne clique pour payer, est-ce que je peux lui faire confiance, est-ce que machin, etc., etc. Moi je suis pas tout à fait d'accord. Hein. L'enjeu c'est pas ça. L'enjeu c'est moi j'émets une facture pour toi.
Au moment où j'émets ma facture, tu sais, jusqu'à présent, tu as ta facture, tu as ton template Word et tu rentres juste les montants, etc. Mais c'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité dans une grosse boîte. Si je suis expert, moi, je te dis, attends, Jacques Olivier, c'est quoi ton credit scoring? Et puis d'abord, si tu me dois 100 balles, je m'en fous. Ouais, je sais qu'il est bon. Mais si tu me dois 50 000 balles et que c'est 70% de mon chiffre d'affaires de l'année, j'appliquerai peut-être pas les mêmes conditions. Je vais peut-être faire un crédit check à ce moment-là. Au moment du paiement, c'est beaucoup trop tard. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses, on parle beaucoup du paiement, c'est normal, hein, on est là, on parle de paiement, c'est le thème. Mais ce que je veux dire, c'est que la techno et aussi la façon de consommer la technologie aujourd'hui, qui est de plus en plus experte, ou tout du moins les logiciels, au sens large du terme, qui amènent une expertise beaucoup plus bas dans la segmentation, permettent d'autres expériences, qui sont beaucoup plus fines et qui sont expertes. Donc, par exemple, moi je m'attends à ce qu'une néobanque B2B demain soit capable de dire « Ah, Olivier, t'émets une facture pour 15 000 balles pour Jacques Olivier. Selon l'historique, ça représente plus de 15% de ton chiffre d'affaires. Clique là et paye X euros pour faire un crédit check instantané. » Et automatiquement, on te donnera un conseil sur les conditions de paiement à appliquer. Ça, c'est autre chose. On n'est pas encore dans le paiement. On est vraiment dans autre chose. C'est pour ça que je dis que l'avènement de la facturation électronique et ce qui se passe au niveau de la consommation, de l'intelligence, de la vision de l'entreprise dans ces logiciels, va changer la façon dont on paye et la relation avec les consommateurs. C'est compliqué, je sais que c'est compliqué dans le paiement de lâcher un peu prise ces trucs-là, mais il y a une autre consommation du paiement qui, je pense, va venir et qui vient aussi par là. Donc il faut être un peu humble et dire que ça ne viendra pas de nous pour le comprendre. Et il y a plein d'exemples dans le paiement qui montrent ça. Et juste pour rebondir, je suis désolé, j'ai un peu l'esprit d'escalier. Il y a à côté aussi plein de fintech, mais aussi de grands groupes qui aujourd'hui ont besoin de casser un pain, c'est l'intégration. C'est-à-dire de se dire des outils, des comptes à tech, des gens qui font des ERP, des gens qui font des outils de paye, qui peuvent faire des avances de paye, qui peuvent faire, etc. Se dire comment est-ce que j'arrive à complètement intégrer tous ces outils-là avec ma banque, avec mes moyens de paiement, pour faire en sorte que le collaborateur qui me demande une avance le 15 du mois parce que c'est compliqué, ça soit pas la DRH qui aille voir le trésorier en disant tiens, j'ai ça, c'est ça le RIB, est-ce que tu peux, avec le risque de fraude en plus entre les deux, est-ce que tu peux faire un virement de X euros, etc. D'intégrer dans les outils de paye, dans les outils dans les ERP, dans la comptatech, dans les outils de notes de frais, etc. Des modules bancaires, des capacités de fournir des cartes bancaires pour pouvoir faire ces paiements-là, c'est aussi ça, et cette expérience utilisateur qui va être nettement meilleure parce que on gagne des étapes et il y a moins de choses à faire. Merci. Parce que je vais un petit peu parler de nous maintenant, parce que vous m'avez ouvert quand même bien la voie, puisque c'est ce que nous faisons. Hein. Donc, je parlais tout à l'heure qu'on ne faisait pas simplement du paiement, mais aussi on proposait des suites de produits financiers, c'est-à-dire banking as a service. On est allé beaucoup plus loin que le paiement. Aujourd'hui, on est capable de faire du credit scoring, que ce soit sur des entreprises, sur des individus, pour pouvoir offrir plus loin du capital. On parlait des petites entreprises, du restaurant qui a besoin, je sais pas, il y a son réfrigérateur qui casse et puis il a vraiment besoin de remplacer son réfrigérateur, autrement il va louper sa journée. Qu'est-ce qu'il lui faut? Il lui faut du capital tout de suite. Et donc avec nous, toutes les données que l'on a et l'historique qu'on peut avoir sur un client, on va être capable à travers les marketplaces ou à travers les SaaS de dire voilà, on connaît ton historique, on connaît ton crédit de risque. Et aujourd'hui, on dit qu'on va pouvoir te prêter tel montant et qu'on va pouvoir se rembourser sur les jours à venir, puisqu'on sait aussi ton rythme de rentrée d'argent. Et voilà, tu as les sous tout de suite, tu peux aller chez boulanger et puis tu vas chez un restaurant, un réfrigérateur et tu auras donc toute ta journée. Donc on va de plus en plus vers banking as a service et pas simplement du paiement. On a parlé de cartes. L'émission de cartes, c'est aussi pour pouvoir aller faire ses achats. On parle de compte en banque. Oui, tout ça intégré en fait dans une seule solution. Donc c'est vrai, c'est plus simplement du paiement, c'est de la technologie financière et c'est du banking as a service. Ça va beaucoup, beaucoup plus loin que le paiement aujourd'hui. Et d'ailleurs, peut-être on aurait pu être dans le panel d'avant qui s'appelle la super app, non? C'est ça. Mais on n'est pas des apps. On est des fournisseurs de la super app. En fait, on est des API qu'on va venir consommer pour pouvoir faire en sorte que la super app tourne bien.
Super rap. Fallait venir avant, Olivier. Mais finalement, si j'essaye de résumer un peu, on a d'un côté des entreprises qui ont des besoins très divers et variés, et même au sein d'une entreprise, vous avez des fournisseurs grands, petits, des clients grands, petits. De l'autre côté, des solutions ou des technologies, on parle de SCT Inst, on parle de RTP, etc. Est-ce que finalement le gros enjeu pour la place et l'écosystème, c'est pas le bridge entre les deux avec les solutions de banking as a service? Parce qu'a priori, j'ai l'impression que les solutions mises en place répondent pas complètement. Il y a des take-up rates qui sont peut-être pas forcément ceux attendus. Donc, quel est un peu votre point de vue sur ces nouvelles solutions, nouvelles méthodes de paiement? Juste d'abord, avant que Faisal parle, j'aime beaucoup l'expression que tu disais, le bridge, ça m'a touché, ça m'est venu droit au cœur. C'était bien sûr volontaire. C'était bien sûr volontaire. Vu qu'il y a un peu de publicité, je vais en faire de même. Et ce dont tu parles, c'est pas forcément les technologies, je les qualifierais plus de briques. Le SCT, le CEPA, la facture électronique, tout ça, ce sont des briques qui doivent être recomposées à l'intérieur d'une solution, et différemment d'ailleurs, une recomposition pour régler chaque problème. Et c'est là où je vais en profiter, d'où le nom de Fintecture, qui s'approche un peu d'architecture, et on avait toujours cet esprit de briques. C'est pas le nom le plus commercial au monde, je pense, mais ça traduisait notre fil de pensée à l'époque. Je pense que tu as très bien retenu le fait qu'il faut définir de quoi on parle avant de... C'est bien, ce message est passé. Je pense que c'est le principal. Le deuxième, si je dois en rajouter un deuxième, vu que le premier est bien passé, je pense que notre plus gros challenge, ça va être la lutte contre la fraude. Je pense que le plus gros sujet, ce n'est pas tellement en B2B le risque de crédit, même si je vois des camarades assureurs crédit qui maîtrisent bien le métier depuis 100 ans. Je pense que c'est vraiment le challenge auquel on va être confronté, c'est la fraude. C'est la fraude parce que les canaux sont différents, les canaux de contractualisation. Et le risque fraude sera progressivement beaucoup plus important, si ce n'est pas déjà le cas aujourd'hui, que le risque crédit. Et on sera de plus en plus amené à combattre contre ça. Parce que contrairement à la carte, par exemple, où on va pouvoir gérer ça en donnant un BOUX, en mettant un plafond de la carte, parce que le plafond, il est aussi là pour éviter quand il y a un cas de fraude qui soit extrêmement fort. En B2B, quand on a besoin de faire une transaction de 50 000 euros, comme tu as dit tout à l'heure, ou 100 000 ou 1 million, on a déjà fait des transactions à plus d'1 million d'euros, on ne peut pas se permettre d'avoir une fraude sur une transaction d'1 million, ça peut détruire l'entreprise. Donc la sensibilité à la fraude, elle est extrême et ne peut pas être bypassée et contournée par des plafonds, parce que sinon on ne règle pas le problème. Donc ça, c'est un sujet qui va. Et en plus, en parallèle, il y a les fraudeurs qui commencent à devenir extrêmement sophistiqués et très bien organisés. Et je pense que c'est un sujet majeur auquel on va être confronté. D'ailleurs, Virginie, tu parlais tout à l'heure de connaissances transactionnelles, que vous avez la connaissance de... Donc c'est une base de données de connaissances. Et ça, c'est un des meilleurs outils contre la fraude aussi. Je pense que la connaissance devient extrêmement importante. Tout à l'heure, tu racontais l'histoire du crédit, comme quoi ce n'était pas nouveau. Je pense que la fraude, ce n'est pas du tout nouveau. Que les fraudeurs deviennent plus intelligents, peut-être pas, ils ont juste des nouveaux outils. Et nous aussi, on a des nouveaux outils. Donc quand je parle de technologie, c'est en fait, ils suivent la technologie. On a une nouvelle technologie financière, il y a une nouvelle technologie de la fraude. Et on va évoluer, et on va continuer. Et plus on continuera à évoluer, plus eux, ils vont évoluer. Et la donnée va être de plus en plus importante, puisque, tu me disais, on se cache derrière un écran. Aujourd'hui, on ne sait plus avec qui on a affaire. Donc, il va falloir pouvoir collecter de façon raisonnée et compliant, on est d'accord là-dessus, les données pour pouvoir combattre la fraude. Mais ce n'est pas nouveau et ça ne va sûrement pas disparaître. Il faut juste avoir les bonnes données pour pouvoir sécuriser toutes les transactions du futur. Moi, je suis complètement aligné avec ce que tu disais sur la partie briques. Je pense qu'on est un écosystème où on est tous les briques les uns des autres. Nous, le KYC, KYB, on ne sait pas faire. La lutte contre la fraude, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire. On a des partenaires pour le faire, et le KYC, c'est pareil, on sait faire, surtout s'il y a des régulateurs. C'est des choses qu'on fait très bien, mais que nos partenaires font très bien. L'open banking, on ne sait pas faire, mais on a un partenaire avec lequel on travaille pour pouvoir le faire.
on ne sait pas faire de front. Basiquement, nous, on n'a pas d'expérience utilisateur parce que nos utilisateurs, c'est les gens qui viennent consommer nos API pour pouvoir faire du virement instantané, pour pouvoir créer un compte bancaire, pour pouvoir faire des cartes, pour pouvoir faire des cartes virtuelles et les consommer ensuite derrière. Je pense que le B2B, puisque pour revenir un peu sur le thème, c'est aussi beaucoup de pouvoir fonctionner ensemble pour que chacun puisse amener les briques des autres qui sont utiles dans son modèle et faire en sorte que tous les pains qu'on a évoqués tout à l'heure, de pouvoir faire de l'instantanéité, de pouvoir avoir une super expérience utilisateur, de pouvoir s'assurer qu'on gère complètement son cache, etc. Tous ces sujets-là, on les fait ensemble, on les fait rarement individuellement, et ça, je pense que c'est un point assez important et qui va complètement dans la notion de briques que tu évoquais. Bon, vous allez dire que je dis toujours la même chose, mais moi je pense qu'au moment du paiement, c'est trop tard. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur. La fraude, il y en aura toujours. C'est les gendarmes et les voleurs. Bon, très bien, ça va continuer. Et on est bons aussi, ils ont un petit temps d'avance. Bon, ça se modélise, c'est pas très grave. En revanche, moi, dans l'idée, c'est que je pense que le paiement, c'est trop tard. À nouveau, si vous prenez ce que font les très grandes entreprises. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un processus d'onboarding fournisseur pour une très grande entreprise. Je sais combien de personnes ont fait l'expérience. Voilà. Attends, c'est quoi? J'allais dire une grossièreté. C'est pas très sympa, hein, à faire. C'est un peu rébarbatif. Voilà, c'est pas mal comme mot. C'est un peu rébarbatif. Bon, mais cela dit, ça a une vraie utilité pour la grande entreprise. Tu t'onboardes, on sait qui t'aide, d'où tu viens, on peut vérifier des choses, etc. Bon. Ça, aujourd'hui, on a des outils pour faire la même chose de façon ultra instantanée pour n'importe quelle petite entreprise. C'est super facile. La même chose d'ailleurs que nous, on fournit sur la partie agrégation à des organismes de credit scoring, de BNPL, etc. On fournit un accès au compte bancaire, on peut se connecter avec sa banque et boum, l'ensemble des transactions sont remontées en flaguant des transactions selon votre activité qui sont risquées ou pas. Vous pouvez très bien imaginer demain, et d'ailleurs c'est ce qui commence à se faire, pareil, c'est néobanques, tous ces outils qui gèrent des factures ou une relation avec un client, dire vous êtes mon nouveau client, vous avez signé un contrat, formidable. Vous voulez vraiment, moi je veux si vous voulez être payé demain, cliquez ici. En 2 clics, vous avez toutes les informations sur le client qui viennent de sa banque. La personne veut être payée, franchement, elle a une incentive à le faire. Et le fournisseur qui veut être payé, lui, il va le faire. Ça se fait en 2 clics. C'est hyper rassurant. Les données viennent de la banque. Vous avez tout l'historique de cette personne, ou de cette entreprise. Aujourd'hui, ça existe, ça marche très très bien. Et on voit de plus en plus ce contrôle qui aujourd'hui existe et commence à être mature dans l'activité de credit scoring, du BNPL en l'occurrence, ou même des transactions de paiement en temps réel. C'est découplé et déporté dans des expériences d'onboarding. Voilà, c'est quelque chose qu'on fait, qu'on commence à faire, et je trouve ça formidable. Que le meilleur de l'expérience B2B, de l'expérience B2B qui est lourde et emmerdante, arrive de façon tellement fluide que ça puisse être intégré à ces nouveaux logiciels, ces nouvelles expériences qui apportent une qualité d'expérience proche de celle du B2C, qui sont attendus du B2C. Et qu'est-ce qui freine potentiellement aujourd'hui l'adoption? Parce que j'ai levé la main sur le process d'onboarding et j'ai fait beaucoup plus que 2 clics. Qu'est-ce qui freine une sorte d'adoption de masse de ces sujets aujourd'hui? Parce que ça continue à être un pain point pour beaucoup de clients. Ça arrive, t'inquiète pas, on a plein de clients, ça arrive, sois patient, ça vient. Je pense que je ne suis pas tellement d'accord sur le fait qu'au moment du paiement, c'est trop tard. Je pense que le paiement et l'antifraude doivent être 2 faces de la même pièce, si je dois m'exprimer ainsi. Je pense qu'on peut faire... Oui, bien sûr. Il y a un officiel qui vient à 14h, donc toutes les voitures rue Saint-Victor et rue Pontoise sont enlevées par les fourrières. Donc si quelqu'un s'est garé par ici, voilà. Permettez juste, excusez-moi pour l'interruption. Tant que ce n'est pas des vélos, c'est bien. Ce que je disais, c'est que je pense qu'on peut vérifier la fraude au moment du paiement et on a l'obligation quasiment de le faire parce que sinon ça rajoute plus de complexité. Et je pense que c'est l'un des moyens automatisés le moins intrusif. Si j'utilise une analogie médicale, je pense que c'est moins intrusif parce qu'on peut de toute façon continuer à obtenir des informations, que ce soit à travers les chambres de clearing, où on va savoir qui a payé, à partir de quel compte, comment,
Si on a un peu d'historique de transaction, on peut aussi aller voir est-ce que ça correspond à ce qu'on a vu par le passé. Et je pense que si on arrive à faire ça, ça permet de ne pas du tout être intrusif, parce qu'on ne demande pas plus que ça, et de maîtriser la fraude. Mais la faire totalement de manière préalable, je pense que c'est pas la seule solution. Je mitigerai un tout petit peu, ça dépend de ta relation en fait. Quand tu es dans une relation B2B établie, j'ai un fournisseur, j'ai un client, etc., là tu as besoin d'avoir de la connaissance, etc. Et c'est nécessaire, et c'est rassurant d'ailleurs de te dire, ok, on est entre nous, je sais qui c'est régulier, donc je sais que je vais l'avoir. À l'inverse, et je te rejoins, d'ailleurs c'était une des problématiques du BNPL, quand tu es un utilisateur lambda, que c'est la première fois que tu arrives sur un site, t'as pas envie de te dire, attends, alors on va me demander accès à mon compte bancaire, on va me demander ça, on va me demander, etc. Oui. C'est ce que tu disais d'ailleurs, il y a plusieurs catégories, et je pense que catégorie par catégorie, t'as pas du tout la même envie et t'as pas du tout la même expérience utilisateur, et de temps en temps il faut du gros et de temps en temps il faut du petit. Je faisais la blague en regardant derrière moi parce qu'on parle de B2B, donc du coup effectivement en B2C ça peut marcher. Non, mais t'as des auto-entrepreneurs qui sont quasiment du B2C. Il y a la récurrence en fait. Le B2B, un des points de définition, c'est de la récurrence. B2B, un acheteur, il achète de manière récurrente chez un ou plusieurs vendeurs. Donc cet investissement d'onboarding, il n'est pas fait pour une fois. On ne s'onboard jamais pour acheter une fois. Donc par définition, en B2B, il y a cette récurrence. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a effectivement des moyens de pouvoir le faire. Mais on dit toujours tous la même chose. Juste pour arranger ta mission, j'essaie créer un peu de débat. Alors vous ne le voyez pas, mais on a un petit chrono qui tourne. Moi, il y a peut-être deux thèmes qui m'intéresseraient, parce que dans le titre, effectivement, on parle d'intégration européenne. Et c'est vrai que sur le sujet B2B, il y a une part internationale qui est beaucoup plus prégnante que sur le B2C. Donc est-ce que c'est un enjeu, cette intégration? Et le deuxième sujet, après je vous laisse débattre, c'est la question de la souveraineté. On en a beaucoup parlé en B2C, notamment par rapport à la dépendance à des schemes non européens, essentiellement américains. Est-ce que c'est un sujet quand on parle du B2B également? C'est la même chose. Hein. C'est pareil. Pour moi, c'est exactement la même chose. Donc oui, c'est un sujet à souveraineté. Alors, moi, ça m'arrange. Hein. L'open banking, c'est l'arme pro-souveraineté, on va dire en ce moment, qui est à la mode au niveau de la Commission européenne. Donc, évidemment, c'est un sujet qui m'arrange beaucoup. Maintenant, on va dire que le rythme ou l'espace-temps de la commission, du régulateur et de nos camarades les banques ne sont pas forcément le même que celui d'une petite entreprise sympathique comme nous. Et d'ailleurs, tu as aujourd'hui, si on prend l'Europe déjà dans un premier temps, tu as la capacité de faire du SEPA qui est maintenant avec le SEPA instantané, demain avec le request to pay, demain avec les rails, justement l'open banking qui permet dorénavant de venir consommer différemment du SEPA et de pouvoir l'utiliser pour pouvoir avoir automatiser ces flux. Demain, avec la DSP3, peut-être même la capacité de les programmer, etc. C'est ces ouvertures-là, effectivement, qui font que... Alors, c'est pas tout de suite, hein, il reste un certain temps avant que ça se développe, mais il y a un certain nombre de solutions qui permettent déjà aujourd'hui, de ce point de vue-là, d'utiliser ces rails-là. Après, c'est complémentaire. Je pense que voilà, les cartes, les utilisations cartes doivent être sur certains types d'usages. En B2B, effectivement, on a plutôt tendance à être, surtout quand on est sur les gros volumes et les gros montants, on sait que la carte, par construction, elle est plafonnée à plutôt des petits achats, 40 € en moyenne aujourd'hui, versus sur du SCT, on est dans les 7000 ou, voilà, si je ne dis pas de bêtises, c'est tout de suite des très gros montants parce que c'est les échanges inter-entreprises qui se font de ce point de vue-là. Donc, là, il y a une vraie souveraineté. D'ailleurs, il y a des pays dans lesquels ils utilisent des cartes pour pouvoir déclencher du SEPA. Des iDeal, des banques contact en Belgique ou aux Pays-Bas, qui, eux, vont utiliser ces flux SEPA pour pouvoir finalement avoir la même expérience que l'expérience carte aujourd'hui chez nous. Donc, les deux sont importants. Et oui, d'un point de vue souveraineté, effectivement, garder la maîtrise globalement, en tout cas à minima sur l'Europe, et après être en capacité demain de pouvoir aussi, parce que nos entreprises toutes essayent de s'exporter, d'aller plus loin, de faire de la rémittance, de faire des virements internationaux, du cross-border, etc. Oui, ça nécessite effectivement aussi, et ça fait partie intégrante des paiements, et qui ont les mêmes pains et qui ont les mêmes besoins que ceux qu'on a évoqués tout à l'heure.
Je pense que, et là, on peut tous se rejoindre de manière officielle, même officieuse et officielle. On crée tous des solutions souveraines. On est tous européens, à ce que je sache, et on le fait plutôt très bien, tous ensemble, chacun dans son coin. Et c'est ça, la souveraineté, elle vient aussi. Je pense qu'il ne faut pas confondre souveraineté et centralisation de cette souveraineté, parce qu'il y a un certain nombre de schemes sur le marché, sans les nommer, qui sont extrêmement centralisés, portés par des enjeux politiques. Et j'ai un peu peur qu'on refasse la même chose que sur le Minitel, à l'époque d'Internet, d'essayer de trop centraliser, trop politiser, et ne pas permettre à la concurrence, l'innovation, et que la souveraineté vienne de bottom-up, si j'ose dire, que d'essayer de mener des très gros paquebots qui, entre l'annonce et la livraison, se passe 7-8 ans, et le produit qui sort au bout de 7-8 ans est déjà obsolète, si j'ai envie de dire. Donc je pense qu'on devrait être un peu plus encouragé par les pouvoirs publics, par les marchés publics, pour créer cette souveraineté, parce qu'on le fait déjà. Il faut juste nous donner un peu plus d'espace, notamment commercial. Tu as raison sur le fait qu'on est tous européens, et c'est assez agréable. Et donc la souveraineté, moi je regarde aussi que il y a des schemes internationaux, c'est vrai, mais il y a aussi d'autres sociétés technologiques internationales qui arrivent. Donc c'est pas simplement les rails restent européens, puisqu'on a une collaboration européenne lorsqu'il s'agit de l'interbancaire, mais les sociétés de technologie ne sont pas toutes européennes. Donc il faut que l'on continue à avoir de nouvelles sociétés qui soient créées. On est au forum du FinTech, donc il faut qu'il y ait de plus en plus de FinTech européennes qui soient créées, qui grandissent, parce que c'est bien de créer, mais qui grandissent, qui soient soutenues et qui aient les moyens de continuer à se battre contre d'autres sociétés internationales, qu'elles viennent de la PAC ou d'Amérique du Nord. On a des très bons exemples, et il faut qu'on ait plus d'exemples comme nous. Et c'est un besoin de tous nos clients, justement, d'être en capacité de faire pareil déjà dans les pays européens, et je pense qu'on est en capacité tous de pouvoir répondre, et c'est intéressant, en Allemagne, j'ai probablement les mêmes besoins qu'en France, etc., d'un point de vue global, et après d'arriver à faire malgré tout du multi-local, c'est-à-dire de s'adapter quand même derrière à chaque marché en termes d'expérience utilisateur et en termes de besoins fins. Et que ça ne nous empêche pas, nous, de faire de l'international et d'aller sur les autres marchés. Très bien, d'ailleurs. On vous encourage tous à y aller. Une dernière intervention ou un dernier mot Non, Olivier. Merci à tous. J'espère que ces échanges vous ont éclairé, intéressé. On doit malheureusement rendre la place, mais on reste, je pense, disponible pour des échanges one-on-one si vous le souhaitez. Donc, merci à tous d'être venus aussi nombreux. Merci beaucoup. Au revoir.